Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission transfrontalière. Hallo und herzlich willkommen bei Grenzenlos. Vous le savez peut-être, le 22 janvier, c'est la journée franco-allemande et ça tombe bien parce qu'au mois de janvier, ce mois-ci, nous faisons la connaissance de Philippe Asbach. Il est référent régional pour le Fonds citoyen franco-allemand en Grand Est et en Sarre. Il nous expliquera tout à l'heure en quoi consiste son travail. Mais auparavant, le sommaire. Si les dernières chutes de neige ont été pour les enfants synonymes de glissade et de bataille de boules de neige, pour les personnes sans domicile fixe, c'est une hantise. Le Keltebus les accueille. On ira à la rencontre d'un Français qui a ouvert il y a 6 ans son restaurant en Allemagne. Hélas, crise sanitaire oblige, l'établissement est fermé. Quelles sont les aides de l'État? Regard croisé entre la France et l'Allemagne. Direction le château de Greifenstein en Rhénanie-Palatinat. On découvrira ce qui a fait la renommée de cet édifice moyenâgeux. Puis interview avec Philippe Asbach, un éternel optimiste qui contribue à son niveau aux relations franco-allemandes. Mais commençons par une initiative qui fait chaud au cœur. Depuis 6 ans, les bénévoles du Keltebus offrent un abri aux SDF de Saarbrück durant la période hivernale. Chaque nuit, une dizaine de personnes viennent pour un repas chaud, un endroit où dormir. Pour s'adapter à la crise sanitaire, le bus traditionnel a été remplacé par une grande tente. Reportage de Renaud Coquet de TV8. À l'origine, le Keltebus était un bus mis à disposition des SDF pour la nuit. Avec les années, le projet a pris de l'ampleur, s'y est ajouté une cuisine et un espace d'accueil. Mais c'est le coronavirus qui a eu raison du bus, remplacé cette année par une tente chauffée abritant une vingtaine d'igloos. Objectif, accueillir les personnes sans abri qui ne trouvent pas d'autre solution. Donc nous sommes loin d'être les seuls. Il y a Bruder Konrad Haus, il y a Notschlafstelle, il y a Herberge zur Heimat, Elisabeth Zwickness. Il y a des maisons qui donnent la possibilité de rester la nuit pour les sans-abri. Ils ne sont pas tous bien aimés par les sans-abri. Il y a différentes raisons pourquoi ils ne sont pas tous acceptés. Et il reste quand même quelques-uns pour lesquels il n'y a pas d'offre. Et ça, c'est un peu, si vous voulez, notre petit endroit où nous sommes basés. L'accueil dans le Keltebus est inconditionnel. Seule restriction, celle liée au virus. C'est pourquoi les invités, comme ils sont surnommés ici, doivent s'enregistrer à l'entrée et se faire prendre la température. Jonathan, un Français qui vit à Saarbrück depuis des années, a l'habitude de venir ici. C'est confortable, ouais, c'est bien chaud. Et on a aussi reçu des pour dormir. Hein? Ouais, et on reçoit à manger tous les jours et puis à manger quand on part pour la journée. Si je ne serais pas là, on aurait franchement de problèmes à survivre un peu sur la rue. Voilà quoi. Je suis content qu'ils soient là. À côté du couchage, le ravitaillement est l'autre pilier incontournable dans l'action des bénévoles. Grâce à l'équipe de 5 personnes présentes en permanence, des repas chauds sont proposés le soir et le matin au petit déjeuner, servis à table pour éviter trop de circulation. Linda est engagée depuis peu. La crise du coronavirus a constitué pour elle un déclic. Je ne me vois pas comme une méga-héroïne. Je pense que c'est une bonne chose que les gens s'engagent. Je me sens énervée de ne pas y avoir pensé plus tôt. Ça a toujours existé, mais il me faut une crise pour y être sensibilisée. En tout cas, c'est une bonne chose. Je ne dirais pas que je mérite une médaille ou autre récompense, mais ça serait plutôt pour ceux qui ont créé tout ça. Le Keltebus est une association sarroise indépendante qui n'est liée à aucun réseau, même si d'autres associations fonctionnent sur le même modèle ailleurs en Allemagne. Grâce à la centaine de bénévoles qui s'y investissent, elle permet d'offrir un toit et un repas à en moyenne 10 à 20 personnes par nuit.
partons maintenant à la rencontre de Bertrand Floder. Il est français. Il y a 6 ans, il a ouvert un bar-restaurant à Annweiler en Allemagne. Contraint de fermer pour la seconde fois début novembre, la reprise risque d'être difficile, surtout qu'au niveau des aides de l'État, ça diffère que l'on soit en France ou en Allemagne. Regard croisé dans ce reportage de Catherine Henrich de Mosaïque Cristal. 9 semaines de fermeture au printemps et une nouvelle fermeture depuis début novembre, la pandémie met à mal les bars et restaurants des deux côtés de la frontière. Bertrand Floder est le patron de Bei uns daheim à Annweiler. Alors au mois de mars, on nous a aidés. En fait, on nous a donné d'argent qui correspondait aux frais, c'est-à-dire location, électricité, tout ça. Bon, pour beaucoup de gens, ça faisait à peu près 2 000 € par mois. Là, on nous a... À la télé, il parlait d'une aide de 70% du chiffre d'affaires. Donc tous les gens, les bars, restaurants ici dans le coin, je connais tout le monde par le biais du comptable a fait une demande. Et là, on est le 15 janvier, la demande a été faite juste pour le mois de novembre pour l'instant. Et pour l'instant, personne n'a rien eu. Si Bertrand était en France, il aurait eu ses charges exonérées, le prêt garanti dont le remboursement a été repoussé d'1 an et depuis décembre, le fonds de solidarité. En gros, les deux pays ont mis à peu près le même montant sur la table pour ce deuxième confinement, mais pour un nombre d'entreprises plus élevé côté allemand. D'ailleurs, l'Allemagne va changer le système d'aide d'ici la fin du mois de janvier pour revenir à la formule de mars, c'est-à-dire une aide ciblée sur les charges fixes. Quid des employés ? Les 3/4 du temps, les filles sont en mini-job parce que pour faire tourner une affaire comme ça, c'est moi qui fais le plus d'heures. Donc j'ai des filles en complément pour me décharger un petit peu, mais ces filles en mini-job, ils n'ont rien. Tout comme les étudiants privés de leur petit job en France ou les saisonniers qui n'ont pas pu signer de nouveaux contrats. Et puis en Allemagne, on ne plaisante pas avec le confinement. Si en France, on a surtout verbalisé les particuliers pour défaut d'attestation de sortie, en Allemagne, on se concentre sur les commerces fermés. Moi, j'ai eu, en l'espace de 3 semaines, 4 contrôles de police, dont 2 fois 8 policiers. Ah, 8, hein. Mais oui, on est énormément contrôlés. En attendant la fin de la crise sanitaire, Bertrand s'occupe. Il a refait les peintures de la salle, installé un second billard et fait tourner les machines de temps en temps. Je sais déjà sûr qu'il y a des bars qui ne rouvriront pas. Je le sais, parce que je suis en contact avec beaucoup de gens. Après, on ne prend pas en compte le problème financier. Et on ne prend pas en compte la détresse morale. Bertrand en a vu d'autres. Il est propriétaire de son affaire et retraité de la gendarmerie. Quelle que soit la durée de la fermeture, il rouvrira, quoi qu'il arrive. L'important en attendant, c'est de garder le moral. Wir gehen jetzt Richtung Rheinland-Pfalz. Anfang des 12. Jahrhunderts entstanden zahlreiche Burgen in diesem Land. Heutzutage sind es oft nur Ruinen. Sie wurden durch Kriege, Unwetter und Brände zerstört. Eine der bekanntesten Burgruine ist die Burg Gräfenstein. Warum ist sie so bekannt? Das erfahren wir mit Sophie Rentel von ÖKTV Südwestpfalz. La forêt du Palatinat, d'une superficie de 180 000 hectares, a beaucoup à offrir. En plus des animaux, des forêts, des sentiers de randonnée et des rochers, des châteaux se cachent au milieu des arbres. La région de Gräfenstein, dans le parc naturel du Pfälzerwald, abrite la ruine du château de Gräfenstein qui domine les environs. À une altitude de 436 mètres, à 2 km à l'est de Merzalben, il est souvent appelé château de Merzalben. Endommagé et détruit à plusieurs reprises par diverses guerres, aujourd'hui il ne reste de lui qu'une ruine. Des visites sont proposées aux amateurs de Moyen-Âge, au cours desquelles les guides du château se déguisent en châtelains et racontent aux randonneurs l'histoire passionnante du château. Die Burg wurde erstmals erwähnt 1237. Da gibt es eine Teilungsurkunde, in der genau gesagt worden ist, wer welche Teile und wer welche Ortschaften bekommen hat. Es waren derer von Leiningen. Wer genau diese Burg erbaut hat, das ist im Dunkel der Geschichte. Denn im Jahre 1237, da gab es das Castrum Gräfenstein bereits.
Le point culminant du château est son donjon, le seul donjon heptagonal en Allemagne. Une fois gravi, il offre une vue imprenable sur la forêt environnante. Et après la visite guidée et la longue randonnée, vous pourrez vous reposer au confortable Greifensteiner Hütte. Notre invité ce mois-ci s'appelle Philippe Asbach. Âgé de 31 ans, il vient de Sarrelouis. Guitariste à ses heures perdues, ce passionné de voyage est référent régional pour le Fonds citoyen franco-allemand en Grand Est et en Sarre. Hallo Herr Asbach. Guten Tag, Frau Jambon. Was ist genau der deutsch-französische Bürgerfonds? Der deutsch-französische Bürgerfonds berät, vernetzt und finanziert natürlich auch in erster Linie Projekte, die die deutsch-französische Freundschaft in Europa erlebbar und erfahrbar machen. Dies tut er durch ein besonderes Netzwerk, unter anderem die 14 regionalen Beraterinnen und Berater, die von Aquitanien bis nach Brandenburg, von der Bretagne bis nach Bayern Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen, um Projektideen mit ihnen gemeinsam zu entwickeln. Mhm. Wie ist der entstanden, dieser Bürgerfonds? Ja. Der deutsch-französische Bürgerfonds ist entstanden auf Initiative der beiden Regierungen, der Bundesregierung und der französischen Regierung. Er geht aus dem Vertrag von Aachen hervor, der 2019 unterzeichnet worden ist von Frau Merkel und Herrn Macron. Und dient eben dazu, wirklich ein Förderinstrument zu bieten für Bürgerinnen und Bürger und auch für Städtepartnerschaften auf deutsch-französischer Ebene. Mhm. Und welche Projekte gab es bis jetzt? 80 Projekte ungefähr, oder? Ja, es wurden schon über 100 Projekte 100, finanziert. Ja. Jetzt natürlich um den deutsch-französischen Tag wird auch einiges stattfinden, der jetzt am 22. Januar ist. Das sind alles die Thematik. Es ist so breit gefächert, das fängt an bei einem kleinen Online-Dinner zwischen Städtepartnerschaften, geht bis hin zu Podcasts oder auch Veranstaltungen im Bereich Kunst und Sport. Das heißt, ich als Verein möchte zum Beispiel ein großes Fußball-Event finanzieren lassen und suche dafür einen deutschen oder einen französischen Partner. Bis hin zu wirklich Best-Practice-Austausch zwischen Feuerwehreinheiten in Mosel und Saarland oder im Gesundheitssystem. Also es ist sehr breit gefächert. Mhm. Und welche Bedingungen muss man eben erfüllen? Ja, in erster Linie richtet sich der Fonds an gemeinnützige Strukturen, das heißt gemeinnützige Vereine, gemeinnützige Stiftungen, aber auch zum Beispiel wissenschaftliche Institute, aber auch zum Beispiel Gebietskörperschaften, das heißt Städte, mittelgroße Städte, auch bis hoch auf Länderebene. Es gibt aber eine Besonderheit, nämlich als Bürgerinitiative von mindestens 3 Personen kann ich auch Anträge stellen, ohne dass ich eine Vereinssatzung habe oder wirklich mir eine juristische Person, wie man so sagt, zugrunde liegt. Mhm. Also zum Beispiel, ich gehöre zu einem Verein und ich will ein Abendessen zwischen Franzosen und Deutschen organisieren. Ja. Wie mache ich? Also ich rufe sie an und danach. Genau, hierfür kann man sich natürlich erstmal auf der Internetseite auch informieren, bürgerfonds.eu oder fondscitoyen.eu. Das ist natürlich eine erste Anlaufstelle. Eine zweite Anlaufstelle wäre, wie ich schon gesagt habe, die regionalen Beraterinnen und Berater, von denen ich der regionale Berater für das Saarland und das Grand Est bin, die französische Region Grand Est, als grenzüberschreitender regionaler Berater. Das wäre zum Beispiel eine erste Anlaufstelle. Einen Antrag zu stellen online ist einfach, geht schnell und bereitet wirklich keinen großen Arbeitsaufwand. Und muss man die Sprache vom Partner sprechen? Nein, das ist auch eine Besonderheit vom deutsch-französischen Bürgerfonds. Schon von der Ideenentwicklung bis hin über den Kontakt zu den regionalen Beraterinnen oder Beratern bis hin zu Verwendungsnachweise, alles was nach dem Projekt dann stattfindet oder nach der Veranstaltung, nach dem Event, kann die Kommunikation von vorne bis Ende auf Deutsch oder Französisch stattfinden. Okay, also Sie haben schon Ihre E-Mail-Adresse gegeben, vielleicht eine Telefonnummer, wie man Sie erreichen kann? Ja, ich bin erreichbar. Einmal für die deutsche Seite natürlich, ja, für Saarländerinnen und Saarländer unter der Nummer 0049 681 501 1226. Für die französischen Mitbürgerinnen und Mitbürger unter der Nummer 0033 771 57 5808.
Okay, also für diejenigen, die Ideen haben, die Geld brauchen, um ein Projekt zu finanzieren, rufen... Einfach anrufen unter der Woche. Ich bin immer erreichbar, sehr zugänglich und freue mich immer über jeder, der begeistert und ist für die deutsch-französische Freundschaft und sich da, wo die Flamme in dem Sinne brennt, sagen wir mal so. Okay, danke sehr, Herr Asbach. Sehr gerne, ja, vielen Dank. C'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivi, merci à Yannick pour les belles images, à David pour le montage, on se retrouve le mois prochain, tschüss, bis bald.